Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle édition de l'émission Les Débats. Les Débats reçoit pour vous ce soir Ba Mamadou Alassane qui est président d'IPLEJ. Ba Mamadou Alassane, peu de gens savent que vous vous appelez Abdelrazak. On vous connaît plutôt sous votre nom administratif Ba Mamadou Alassane. Vous avez commencé naturellement par l'école coranique. Votre père était imam de la mosquée de Makama. Ensuite, vous avez fait un cursus scolaire normal qui vous a conduit successivement à William Ponty de Dakar, à la Sorbonne de Paris, puis à Saint-Cloud en France. Vous avez commencé comme inspecteur de l'enseignement, poste qui vous a conduit dans toutes les régions du pays. Vous avez été ministre de l'Éducation en 1971, puis ministre chargé de la jeunesse, ministre chargé du Parti du peuple mauritanien, et ensuite ministre de l'Information, des Postes et Télécommunications. En 1978, vous êtes nommé ambassadeur en Roumanie et en Algérie. Vous avez été maire de Makama en 1987 et vous avez créé en 1992 le Parti pour la liberté, l'égalité et la justice, connu sous le nom d'IPLEJ. Vous avez, je dirais, disparu de la scène politique nationale entre 1996 et 1998 pour réapparaître en 2003 pour soutenir le candidat Mohamed Khouna Ould-Haïdala à la présidentielle de 2003. Vous êtes porté candidat par votre parti à la magistrature suprême en 2007. Aujourd'hui, l'IPLEJ est membre de la coordination de l'opposition démocratique. Sur le plan culturel, vous êtes également membre de l'association des écrivains en langue française. Vous êtes surtout connu pour votre foi dans le dialogue comme solution aux problèmes. C'est pourquoi on vous appelle ici, en Mauritanie, Ba Dialogue ou Monsieur Dialogue. Avant de rentrer dans tous ces détails, je vais présenter d'abord les journalistes qui m'accompagneront au cours de cette émission. Il s'agit de M. Kissima Djagana, qui est rédacteur en chef du journal La Tribune. Bonsoir, Kissima. Bonsoir. Il s'agit de Mohamed Abdelwadoud Jeylani, qui est directeur du site Al-Ikhbari et directeur de publication du journal satirique Mauritanie. Bonsoir, Abdelwadoud. Bonsoir. Monsieur le Président, vous pouvez d'abord nous faire une brève présentation d'IPLEJ. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je voudrais d'abord remercier les journalistes qui vont animer le débat, les féliciter et les encourager pour les services qu'ils rendent à notre pays. Je remercie aussi le directeur de la télévision qui m'a permis de m'exprimer ici ce soir, alors que je n'avais pas pu le faire depuis des années. Je salue tous les Mauritaniens qui se trouvent à l'intérieur du pays et ceux de la diaspora, dont je connais les difficultés. Je salue particulièrement les militants et sympathisants du IPLEJ. En pareille circonstance, je pense aussi à ceux qui ont été déportés, torturés ou morts, comme Omar Djibi Sile, Ifra Hawoye, Moussa Gaël, Sada Roubi, Dakel Li, Saïkou Djibi Sile, Abdoulaye Kebbe, Maïmouna Baya, Adama Baya, Bala Aou, Koumba Eliman, Daouda Menyega et bien d'autres encore. Je pense aussi à mes conseillers torturés, à la jeunesse de Makama torturée. Je pense bien sûr à ma famille, à mes enfants, qui ont beaucoup souffert durant toute la période où je luttais contre le racisme d'État. Téléspectateurs, c'est quoi le IPLEJ? Parti pour la liberté, l'égalité et la justice. La question se pose parce que beaucoup de gens, et en particulier les jeunes, ne connaissent pas ou connaissent mal ce parti. Et pourtant, c'est un très grand parti, contrairement à ce que certains pourraient penser. Je pense même que si l'on se base sur certains critères fort importants, on peut dire que parmi tous les partis politiques que comprend notre pays, le IPLEJ est le meilleur
ou ex aequo avec un second. Cette affirmation peut étonner. Je le dis sincèrement. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer. Je vais tenter de le démontrer. Pourquoi je dis que le PLEJ est un très grand parti? Je le dis pour les raisons majeures suivantes. Premièrement, je le dis parce que c'est un parti anti-raciste qui a lutté 22 ans durant, donc un parti qui a lutté le plus longtemps possible contre le pire des racismes d'État que notre pays ait connu. Racisme prôné, appliqué par le pire des dictateurs que notre pays ait également connu. Le dictateur ou le despote Maouya ou Sidi Ahmed Taya. Ce racisme s'est manifesté par une volonté de pratiquer la politique de la dénigrification de la Mauritanie. C'est-à-dire la volonté raciste de vouloir rayer le négro-mauritanien de la carte géographique de Mauritanie. C'est un racisme qui a revêtu des formes qu'on ne peut plus odieuses. Je dis deuxièmement, je dis que le PLEJ est un très grand parti parce que c'est un parti anti-esclavagiste. La preuve, c'est que je m'étais rendu à la conférence de Vienne sur la défense des droits humains pour faire circuler une déclaration dans laquelle le PLEJ dénonçait la grave violation des droits humains en Mauritanie. Troisièmement, je dis que le PLEJ est un très grand parti parce que c'est un parti anti-féodal, tout comme il est anti-esclavagiste. Parce que c'est un parti qui comprend trois mots: liberté, égalité, justice. Il y a une lettre que j'avais adressée à toute la classe politique mauritanienne et à toute la société civile. Lettre dans laquelle je dis qu'il faut construire en Mauritanie une société où il y a liberté, égalité de chance entre tous les Mauritaniens. Quatrièmement, le PLEJ est un très grand parti parce que parti de réflexion et de proposition. Ce n'est pas un parti qui se contente de critiquer, mais c'est un parti qui prône de grandes idées positives dont certaines sont inédites. Le PLEJ pense en effet qu'on ne peut pas construire la Mauritanie uniquement par l'économie, mais d'abord par des idées. Si l'économie mène le monde, les idées aussi mènent le monde. La théorie avant la pratique, sinon la pratique devient aveugle, elle devient tâtonnante et elle risque alors d'échouer. Dans ce cadre, le PLEJ, formé d'hommes de pensée qui manient de grandes idées, croit que ce n'est pas avec de l'argent que l'on construit la Mauritanie, mais avec une morale, et particulièrement avec la morale islamique, à condition que cette morale soit bien comprise et bien appliquée. C'est ce que j'ai dit dans la lettre dont je viens de parler. Sixièmement, le PLEJ est un très grand parti parce que parti de conviction, donc parti non caméléon, parti non opportuniste. Le PLEJ défend des idées, des principes, des pensées et des projets de société. Le PLEJ a toujours été dans l'opposition et constant dans l'opposition, 22 ans durant. Le PLEJ n'est pas un parti où l'on fait de la politique pour chercher à enrichir ses membres, sa tribu, sa région, son ethnie. Nous savons que beaucoup de gens font la politique pour chercher à s'enrichir. Et c'est de là que vient l'échec politique. Le PLEJ a opté pour ses membres la pauvreté dans la dignité. Et ce n'est pas facile. Sixièmement, le PLEJ est un très grand parti parce que parti franc. C'est un parti qui n'est pas hypocrite. Ce n'est pas un parti où les gens disent qu'ils servent les intérêts du pays
alors qu'ils ne servent que leurs intérêts personnels. Septièmement, le PLEJ est un grand parti parce que parti courageux. Son président a été fusillé à Maraba. La balle n'avait pas bougé par miracle divin. Fusillé parce qu'il était contre la dénidification. Président, je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur tout cela. Je ne saurais plus, c'est peu de choses. On aura le temps de revenir sur tous ces détails au cours du débat. Je voudrais seulement quand même préciser quelque chose. C'est que ce n'est pas par les élections que l'on construit la Mauritanie. Ce qu'il faut faire, c'est de tenir une conférence nationale à laquelle devront participer les représentants des partis et mouvements politiques, de la société civile. Et dans le cadre de cette conférence, il faut que les Mauritaniens cherchent à s'entendre autour d'un minimum avant d'aller aux élections. D'accord. Très bien. Ça, c'est la vision de votre parti et je crois que Kessima veut bien intervenir dans ce domaine. A priori, je voudrais juste que le président nous explique un peu ce qu'il entend par ce n'est pas par l'argent ou par l'économie qu'on construit un pays. Et il dit que ce sont des idées. Et on sait que la Mauritanie aujourd'hui, il y a des difficultés économiques, il y a des difficultés par rapport au prix. Vous savez que si vraiment les populations sont confrontées à un quotidien qui est de plus en plus sévère, comment voulez-vous que, par exemple, ils arrivent à acheter leur riz, leur huile, leur sucre, leur pain, rien qu'avec les idées, Monsieur le Président? Je n'ai pas dit que l'économie est inutile. J'ai dit que ce n'est pas seulement avec l'économie qu'on construit la Mauritanie. Je vais donner des précisions. J'ai dit innombrable. La Mauritanie a eu de l'argent. Si il y a de l'argent et que cet argent est gaspillé, dilapidé, à ce moment, il n'y aura jamais de développement. Cela veut dire que si les gens ont une certaine morale, si les gens ne veulent pas gaspiller l'argent de l'État, si les gens ne veulent pas détourner de l'argent de l'État, c'est à ce moment que cet argent va être utile. Malheureusement, vous savez bien, regardez ce qui s'est passé en Mauritanie. Il y a eu combien de sociétés où il y a eu des détournements? Depuis des décennies, il y a eu des détournements. L'argent qui aurait dû servir à construire des écoles, des dispensaires, des hôpitaux, de l'argent a été gaspillé. C'est pour cela que je dis que la morale, il faut des gens qui ont une morale pour qu'il y ait développement. Sinon, s'il y a de l'argent et que les hommes gaspillent cet argent, détournent cet argent, volent cet argent, l'argent ne servira à rien. Mais Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas parce que justement ils ont de très fortes idées pour gaspiller? C'est-à-dire que leurs idées sont orientées justement vers ce détournement-là. Ça encore, ce sont des idées en fait. Ça, on n'appelle pas d'idées. Apparemment, il n'est pas d'accord avec toi. Vous avez l'occasion. Je voudrais poser une question concernant le parti, essentiellement. J'allais répondre à... Ouais. Allez-y. Monsieur le Président, pour être plus, disons, offensif, je voudrais exactement vous poser une question sur une composante du nom de votre parti, qui est l'égalité. Croyez-vous, Monsieur le Président, que vous pouvez appliquer cette composante au moment où vous avez demandé au cadre négro-africain du Gorgol de démissionner de l'État pendant les événements qui ont secoué votre Bercail Makama et qui a coûté la vie à un jeune, au jeune Mangane, qu'Allah ait son âme, parce que seulement c'était un négro-africain. Alors que vous êtes resté indifférent. Quant à Kankossa, un adolescent tombe sur les balles d'un garde pendant ce qu'on a appelé la révolution du pain, parce que seulement il est mort. Croyez-vous qu'encore à cette égalité dans votre pensée? Dans ma pensée, les Mauritaniens doivent être égaux.
lorsque j'ai dit qu'à Makama, les responsables devraient démissionner, c'est parce que tout simplement, ils auraient dû se dire que Mangane a été tué injustement. Malheureusement, pour certaines raisons, à cause de l'opportunisme, parce que certains cadres, ce qui les intéresse, ce n'est pas tellement la mort de Mangane, mais ce sont des gens qui sont avec le pouvoir, qui veulent être protégés par le pouvoir, qui veulent garder leur place. Si donc ils se révoltent contre le pouvoir, ils risquent de perdre leur place, ce qui n'est pas, donc voilà pourquoi je dis que leur comportement n'est pas normal. Si tout simplement ils sont là pour l'intérêt de Makama, pour l'intérêt de sa jeunesse, ils devraient démissionner. Voilà pourquoi je l'ai dit. Maintenant, quant à celui qui est, bien sûr, le Plaid n'est pas du tout indifférent. Le Plaid est contre tout Mauritanien, où qu'il se trouve. Et vous ne l'avez pas exprimé en ce temps-là? Ah si, vous Vous n'avez pas demandé que les cadres de Makama, morts de Makama, démissionnent? Mais celui dont vous parlez, Oui. vous avez dit qu'il a été tué. Mais s'il est tué dans les mêmes conditions que Mangane, je condamne cette tuerie. Si quelqu'un est tué à Kankossa ou ailleurs, ou dans une autre région. C'était pire que les conditions de Mangane, parce que celui-là, il a été tué parce qu'il veut du pain. Alors que Mangane était tué dans un problème qui est, bon, disons, c'est... Mangane a été tué parce qu'il voulait qu'on le rétablisse dans sa nationalité. Parce que si c'est à cause d'un recensement qui était nécessaire, voilà. Et qui, en fin de compte, s'est avéré que c'était dans l'intérêt de tout le monde. C'était Mangane a été tué une interprétation. à cause de la politique de recensement. C'était une interprétation. Oui, bon. C'est pour le recensement. C'est parce que le recensement non, ce que moi je voulais dire, ce que moi je voulais dire, et qui me touche beaucoup, c'est quand, par exemple, on veut toujours mettre à part les négros mauritaniens. Ces négros mauritaniens, je me rappelle qu'en 90, lors d'une petite... Excuse-moi. Oui, moi je suis précis. Ça veut dire que vous voulez dire que le Plaid veut séparer entre les négros mauritaniens et les Arabes. Ou qu'il est plus sensible au problème de demander, si par exemple, monsieur le Président avait demandé au cadre du Gorgol de démissionner parce qu'un mort a été tué quelque part. Parce qu'un enfant de cette région a été tué, a été assassiné. Pour quelle raison il a été tué? A été assassiné. Pour quelle raison il a été assassiné? Employons le terme assassiné. Pourquoi il a été assassiné? N'employons pas tous les termes. Attendez. Non, ce n'est pas par rapport à ça. Vous avez posé votre question. On va laisser le président. Pour quelle raison celui dont vous parlez a été tué? Pour quelle raison? Il n'y a pas une raison de tuer. C'est pas un dialogue. Il n'y a pas une raison de tuer. S'il vous plaît, Gilène, c'est pas un dialogue entre deux personnes. Non, je sais. Vous avez posé une question. Laissez le président répondre à la question. Vous savez, le Mangane a été tué à cause du recensement. Quelqu'un d'autre est mort, quelqu'un d'autre quelque part dans le pays est mort suite à une manifestation. Donc ce sont des actes que le Plaid condamne. Bien sûr. Il condamne aujourd'hui. Vous ne vous sentez pas plus proche d'une des communautés par rapport aux autres? Moi, je suis à égalité. Je ne suis pas un raciste, ça je le précise. Je dis tout simplement que, par contre, Mangane a été tué très injustement parce que la politique de la dénigrification, le racisme d'État avait eu lieu parce que le pouvoir ne voulait pas du tout faire un recensement juste, voulait diminuer le poids démographique des négros mauritaniens, et c'est pour cela que les jeunes de Makama se sont révoltés. Donc, le recensement, c'est aussi un acte de racisme et jusqu'à présent, le recensement n'est pas juste. Cela dit, si aussi un autre Mauritanien, où qu'il se trouve, est victime du racisme, je vais le condamner. Parce qu'il faut bien vous dire que moi, je suis musulman. Je prône l'égalité de chance. Je ne sais pas si vous avez vu ma lettre que j'ai adressée. Depuis plus de 20 ans, je parle de l'islam. Or, l'islam est contre les injustices. L'islam est contre le racisme. Par exemple, j'ai mené 22 ans de combat contre la dénigrification. Je précise que si les Arabes
avait subi ce que les négro-mauritaniens ont subi, je vais également mener mon combat contre la désarabisation. Parce que ce qui est arrivé à une communauté pourrait arriver à l'autre. Je le précise très bien. Je suis antiraciste. C'est une communauté négro-mauritanienne qui a subi des injustices. J'ai réagi. Si la communauté arabe avait subi la même injustice, j'allais réagir. Parce que je suis pour l'unité mauritanienne et pour l'égalité. Ça, je le précise. Je crois que c'est clair. Maintenant, rentrons directement dans un autre chapitre de ces débats. On vous appelle M. Diallo. Nous sommes surpris de voir aujourd'hui M. Diallo refuser le dialogue. Pourquoi vous n'avez pas assisté au dialogue national qui a été organisé entre certains partis de l'opposition et certains de la majorité? Et pourquoi vous, en tant que M. Diallo, aujourd'hui, vous ne voulez pas amener la coordination de l'opposition démocratique, dont votre parti est membre et qui a présidé les destinées pendant cette période, à aller vers un dialogue? Bon, alors, je précise que, effectivement, j'ai été appelé M. Ba Dialogue. Mais le contexte est différent. D'abord, il y avait un parti unique. Il n'y avait pas multipartisme. Ensuite, les deux hommes sont très différents. Le chef d'État actuel et le chef d'État de l'époque sont des chefs d'État différents. Celui avec lequel j'avais servi, Mokhtar Dada, lui avait fait de la politique du dialogue sa politique. Il avait tenu des séminaires régionaux. Il avait ensuite, c'est lui-même qui présidait le dialogue. Alors qu'actuellement, d'une manière générale, je savais que ce dialogue n'allait pas réussir. Il n'allait pas réussir. Pourquoi? Parce que nous avions posé les conditions. Et ces conditions ne sont pas remplies. Nous n'avons pas confiance au chef d'État actuel. Parce qu'il nous a déjà démontré depuis l'accord de Dakar qu'il n'est pas digne de notre confiance. Alors, les conditions que nous avions posées pour le dialogue ne sont pas respectées. Et parce que, comme ces conditions ne sont pas respectées, nous n'avons pas voulu aller au dialogue, surtout que l'homme ne nous fait pas confiance. Donc, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Lorsque je faisais la politique du dialogue, c'est le chef de l'État qui m'a dit, M. Ba, c'est moi d'abord qui lui avais demandé. C'est vous qui avez pris l'initiative d'aller voir ce chef d'État. Absolument. Il m'a dit, je vous donne la carte blanche. Pourquoi vous ne prenez pas l'initiative d'aller voir le président actuellement pour lui dire que vous allez entreprendre un dialogue? C'est différent, on ne peut pas le faire parce que... Essayez. Vous savez déjà qu'il y avait déjà... il y avait des conditions. Il y avait déjà des conditions. Nous avions posé ces conditions pour qu'il accepte le dialogue. Lui, le chef d'État actuel, il n'a pas respecté ces conditions et nous ne sommes pas partis au dialogue. Nous ne sommes pas donc partis au dialogue parce que les conditions que nous avions posées ne sont pas respectées. C'est tout. Monsieur Ba, au-delà de cet historique, parce que là, vous parlez de votre option pour le dialogue. Vous étiez pour le dialogue pendant que vous étiez au pouvoir. C'est-à-dire que vous jouiez un peu le rôle de modérateur au sein du pouvoir avec les étudiants, avec toutes les personnes qui avaient des problèmes dans un contexte social bien déterminé à l'époque. Mais aujourd'hui, la question que moi je vais vous poser, c'est par rapport même à votre existence au sein de la coordination de l'opposition. On a l'impression que cette opposition-là, elle a des préoccupations un peu éparpillées. On vous voit par exemple, vous, sortir quand la jeune fille ou la jeune femme est violée, la jeune femme Penda Sogué, alors que les autres ne sortent pas en même temps que vous. Bon, et ailleurs aussi, les autres ont d'autres préoccupations par rapport auxquelles on ne vous voit pas. Donc, est-ce que vous avez l'impression que cette coordination de l'opposition, qui n'est pas allée au dialogue, peut être efficace face à un pouvoir qui est là, qui est en train de gérer pratiquement tout seul tous les problèmes auxquels sont confrontées les populations mauritaniennes? Vous savez, aujourd'hui, par exemple, il y a ce recensement dont vous avez parlé. Les populations ont des problèmes. Il y a ces prix que certains partis dénoncent. Bon, il y a peut-être ce problème d'insécurité. On a l'impression que seul le pouvoir est en train de gérer ce problème, alors que vous êtes là cantonné à
à un certain radicalisme, alors qu'au sein même de votre coordination, les préoccupations sont différentes. Le PLEJ a certains principes qu'il partage avec la COD. La COD est très mécontente de la situation actuelle que connaît le pays. Le PLEJ, la même chose. Nous sommes pour le départ du chef de l'État actuel parce que nous pensons qu'il est inapte pour bien gouverner la Mauritanie. Le PLEJ, par exemple, ma présence à la COD actuellement se justifie parce qu'il y a certains principes que je partage avec la COD. Par exemple, dans la charte de la COD, il y a le passif humanitaire. C'est mentionné. J'ai insisté moi-même pour que ce soit mentionné. Il y a le problème des déportés. C'est mentionné dans la charte de la COD. Il y a le problème foncier. C'est mentionné dans la COD. Ensuite, la COD a quand même une position concernant tous les problèmes nationaux. Cela dit, chaque parti est autonome. Ce qui nous lie, c'est la charte. Mais en dehors de cela, nous avons des projets de société différents. Par exemple, le PLEJ est libre, en dehors de la COD, de faire connaître son programme. En dehors de la COD, on n'est pas lié par notre programme. Oui, nous sommes libres de prôner notre programme. Ce qui nous lie à la COD, c'est tout simplement le fait que nous devons lutter contre la politique menée par le pouvoir actuel. Voilà ce qui nous lie. Mais si vous permettez, qu'est-ce que vous reprochez au pouvoir actuel? Est-ce que c'est au pouvoir que vous avez des reproches à faire, ou bien c'est au président qui gouverne en ce moment qui vous gêne? Parce que là, si on regarde par exemple le point commun au niveau de tous les partis de la côte, c'est que ce président-là doit quitter le pouvoir. C'est-à-dire que vous n'avez même pas l'intention d'attendre que son mandat arrive à sa fin. Or, nous avons vu plusieurs occasions où la côte a dit que l'homme était inapte à gouverner. Notamment quand il a reçu un coup de feu, et il est resté à peu près plus d'un mois en dehors de ce pays. La côte n'est pas parvenue à ébranler son pouvoir. Au contraire, il a continué à gouverner et même couché à l'hôpital. Bon, à l'étranger en plus. En plus de cela, il y a ce nouveau problème. C'est-à-dire que tout récemment, la côte a fait une conférence de presse pour nous parler de cette présumée histoire de relation du président avec des narcotrafiquants. On ne sait pas comment la côte gère tout ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore quelles sont les actions concrètes que la COD mène pour tirer au clair cette affaire. Vous parlez de l'affaire de la drogue. De la drogue, entre autres. Concernant la drogue, je vous informe, et vous devez en savoir quelque chose, que la COD a créé une commission au niveau du Parlement. Cette commission est en train de faire son travail. Donc ça, c'est un travail déjà qui est fait, nous continuons. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que jusqu'à présent, le pouvoir n'a pas encore clarifié ce problème. On n'a pas entendu le chef d'État dire, voilà, cette question de drogue n'est pas juste, voilà ce qui s'est passé. Alors pourquoi le chef de l'État ne l'a pas fait? C'est quand même grave ce problème de drogue. Le chef de l'État a quand même intenté un procès contre celui contre le député Noël Mamère qui avait évoqué cette affaire dans un premier temps. Oui. Et je rappelle aussi que Mamère s'était excusé. Mais ça c'est un autre problème. Vous parlez, c'est un autre problème. Nous parlons actuellement du problème de cette question de drogue, ce que nous appelons Kanagé, je parle de ça. Je dis que concernant ce problème, il y a une commission au niveau du Parlement que nous avons créé au niveau de la COD qui s'occupe de ce problème-là. Bon, comment travaille cette commission concrètement? La commission déjà, elle travaille, elle a sa méthode et elle nous rendra compte de ce qu'elle a fait. Très bien, bon matin. Monsieur le Président, moi je reste toujours au sein de votre parti, c'est-à-dire le PLEJ. Je prends une deuxième composante qui est la justice. Vous avez dit le 15 septembre 2011 qu'il y a une politique de dénigrification
puisque certains négro-mauritaniens n'arrivent pas à réussir à certains concours où la connaissance d'arabe est exigée. Avez-vous pensé, Monsieur le Président, aux milliers de Mauritaniens qui n'arrivent pas à participer au concours parce que le français est exigé? Et surtout que dans votre programme, vous avez accordé une très grande importance aux langues nationales. Oui. L'arabe n'en fait pas partie. Attention, on n'a jamais dit, la communauté négro-mauritanienne n'a jamais dit qu'elle est contre l'arabe. Elle ne l'a jamais dit. La communauté négro-mauritanienne a dit qu'il faut que les langues nationales, Peul, Soninké, Wolof, puissent avoir la place qu'elles méritent, que ces langues soient officialisées. Voilà ce que la communauté négro-mauritanienne a dit. La communauté négro-mauritanienne n'a jamais dit qu'il faut exclure l'arabe, mais demande l'officialisation de l'arabe. Désolé, mais le manifeste de 19 n'a pas parlé de langue nationale. Il a seulement refusé. Il a seulement refusé. C'est ça le péché originel. Il a seulement refusé 2 heures de langue arabe. Il a seulement refusé 2 heures de langue arabe. Il n'a pas demandé qu'on enseigne les langues nationales. Il n'a demandé que le français. Et c'est à partir de ce moment-là... De quel manifeste vous parlez? Celui qui est signé par les 19. Ça, c'est après les années 60. Non, les 19, c'est en 80 et quelques. Ça, mais les plaies ne sont pas partis. Non, il n'était pas encore Monsieur le Président a dit que la communauté négro-africaine n'a jamais été contre. Je crois que les plaies parlent du Monsieur le Président parle du plaies, n'est-ce pas? Non, c'est pas la communauté, c'est les intellectuels, c'est certains intellectuels, c'est certains intellectuels. Parce que toute la communauté négro-africaine n'apprenait que l'arabe. Et avant la colonisation, ils n'apprenaient que l'arabe. Les érudits tous, ils ne connaissent que l'arabe. Et d'ailleurs, surtout chez les Peuls, ils n'utilisaient que l'arabe. Et ce qui m'étonne, c'est que par exemple, quand on a demandé l'enseignement des langues nationales, on a refusé qu'elle soit transcrite en alphabet arabe. Alors que dans d'autres pays, tels que par exemple la Gambie, on écrit le Wolof en alphabet arabe, et surtout sur la monnaie nationale. Vous trouvez Ben Delessi, Nyari Delessi, Fouki Delessi, écrit en alphabet arabe. Mais le problème dont vous parlez, comme c'est un problème déjà dépassé. Vous savez bien que nous sommes dans un non, c'est pas dépassé parce que vous l'avez soulevé le 15 septembre 2011. Attendez, nous sommes dans un environnement. 2011. Il y a quand même... ça s'est dépassé parce que vous savez que l'alphabet, c'est l'alphabet français, l'alphabet latin, utilisé pour les langues nationales. Nous sommes dans un environnement... Attendez, nous sommes dans un environnement qui fait que c'est utile d'utiliser effectivement l'alphabet latin. D'autre part, il faut bien savoir que la communauté négro-mauritanienne se plaint que le pouvoir n'utilise pas la langue arabe comme langue de culture, mais utilise plutôt l'arabe comme langue d'oppression. C'est ça que les gens ne veulent pas. C'est ça le problème. Les gens ne sont pas contre la langue arabe. Et ensuite, les gens encore se plaignent du fait... Savez-vous, monsieur le Président, attendez que je finisse. Les gens se plaignent aussi du fait qu'il y a beaucoup d'arabisants négro-mauritaniens qui chôment. Et d'autre part, il y a bien des examens, des concours où l'on exige la connaissance de l'arabe. Et là, alors, ça handicape les négro-mauritaniens, ce qu'il faut. C'est au contraire, quand il y a un concours, dire que voilà, les négro-mauritaniens francisants, on leur donne des épreuves en français. Et les autres, on leur donne des épreuves en arabe. Mais si on ne leur fait pas compte, dit que c'est obligatoire qu'il y ait uniquement arabe, mais on laisse les autres, les négro-mauritaniens qui ne reconnaissent pas l'arabe, c'est là le problème. Mais monsieur le Président, attendez. C'est ma question. Oui. Les négro-mauritaniens ne sont pas contre. Vous avez parlé de l'alphabet latin. Vous avez parlé de l'alphabet latin. Vous avez dit que ça transcrit mieux, je ne sais pas. Mais est-ce que, par exemple, vous savez que
la langue la plus parlée en Asie, qui est l'ourdou, est transcrite en alphabet arabe. La langue persane, qui est la langue parlée d'une des plus grandes civilisations qui ont dominé le monde, est transcrite en alphabet arabe. Qu'est-ce qui empêche? Et surtout que, par exemple, si les langues nationales sont transcrites en alphabet arabe, ça nous permet, ça permet à tous les Mauritaniens d'apprendre cette langue et de nous approcher de plus, surtout que c'est la langue de notre religion. Personnellement, en tant que Mauritanien, je n'arrive pas à trouver une explication pour ce refus de l'arabe. Est-ce qu'il y a un refus de l'arabe? Il n'y a pas, je répète encore une fois qu'il n'y a pas... Si on revient au manifeste, on sait que c'est un... Non, les négro-mauritaniens n'ont jamais... Dites-moi que ce n'est pas des Mauritaniens, je vous dis. Les négro-mauritaniens n'ont jamais dit... Ceux qui ont écrit le manifeste. Les négro-mauritaniens n'ont jamais dit qu'ils sont contre la langue arabe ou la culture arabe. Les négro-mauritaniens ont dit qu'ils ont leur langue, ils ont leur culture. Il ne faut pas qu'on opprime la culture négro-mauritanienne. Il ne faut pas qu'on opprime aussi les langues négro-mauritaniennes, négro-africaines. Il ne faut pas qu'on opprime ces langues. Il y a actuellement des livres et des livres qui sont transcrits en pulaar, soninké, wolof. Des centaines, des milliers de livres qui sont déjà faits. Il y a eu l'Institut de langue nationale qui a déjà beaucoup travaillé. Il y a énormément de livres, c'est en avance. Malheureusement, à un moment donné, on a supprimé l'Institut de langue nationale. On a freiné. Ça, c'est injuste. Il faut qu'en Mauritanie, il y a la culture négro-mauritanienne et il y a la culture aussi arabe. Il y a les deux identités. Il y a une diversité culturelle. Ce qui est logique, c'est qu'on respecte cette diversité culturelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut qu'on développe la langue, la culture et la civilisation arabe. Mais cela veut dire aussi qu'il faut qu'on développe la civilisation négro-mauritanienne. Mais pas la civilisation française. Le problème. Pas la civilisation française, non pas la langue française, non pas la littérature française, mais plutôt notre littérature. Notre littérature halpulaar, notre littérature soninké. Notre littérature. Non, par exemple. Oui. D'accord, vous aurez la parole. Il ne faut pas monopoliser la parole, s'il vous plaît. J'aimerais bien vous posez des questions. Vous ne faites pas de commentaires. Non, vous posez des questions. Vous avez posé une question, il vous a répondu. Vous nous avez dit que vous n'allez pas... Je ne vous interromps pas, mais c'est une question de logique. Laissez votre confrère poser sa question. Vous aurez la parole après lui. Moi, je vais poser une question au président. Je vous rappelle que le français dont vous parlez. Mais allez à l'école française. Mais il y a énormément de Mauritaniens arabes qui envoient leurs enfants à l'école française, est-ce que vous le savez? Il y a même plus d'enfants arabes qui fréquentent l'école française que les négro-mauritaniens, est-ce que vous le savez? Oui, je le sais. Alors, je le sais. Vous le savez? Bien sûr que je le sais. J'ai juste une question. C'est juste pour pouvoir participer au concours. Moi, j'ai juste une question. Ils sont marginalisés à cause du français. Ce n'est pas comme ça que tu vois le problème. Non, moi, j'ai juste une question à vous poser. Mais je vais juste faire une petite remarque. Vous savez, que les langues non arabes soient transcrites avec les lettres arabes ou pas, ça ne permet pas aux Arabes de lire et de comprendre. Parce que personnellement, il m'est arrivé de regarder des films iraniens, des films transcrits en langue persane, là, je ne suis pas parvenu à déchiffrer alors que j'essaie de lire parfaitement l'arabe. Et en plus, la langue arabe, quand elle est écrite, si elle n'est pas vocalisée, les non-arabes ne parviennent même pas à bien lire cette langue-là. Vous voyez, ça c'est un problème qu'il faut mettre de côté. Mais tout à l'heure, là, quand vous avez parlé des concours, vous avez dit qu'il faut faire un concours en français pour les francophones, un concours en arabe pour les arabophones. Mais est-ce que vous n'êtes pas encore en train de développer ce bicaméralisme que le système éducatif mauritanien a connu pendant 20 ans et qui a fait évoluer les Mauritaniens sur deux pistes parallèles, où les Mauritaniens se sont vus, séparés d'écoles. Et vous savez que c'est en 1999 qu'on a essayé de corriger ça, mais jusqu'à présent, on est en train de subir les séquelles de ce truc. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Mais vous savez, ça c'est en attendant. Actuellement, on a des candidats qui ne comprennent que l'arabe et d'autres candidats qui ne comprennent que le français.
Si on fait un concours où l'on dit, alors, toutes les matières sont écrites en arabe, mais on va léser ceux qui ne connaissent pas l'arabe. Inversement, si dans un concours on dit que toutes les épreuves sont en français, on va léser les autres. Alors il faut donc trouver une solution qui soit une solution de justice. Quelle est cette solution? Mais la solution, c'est que par exemple, on donne les mêmes épreuves, mais la nature des épreuves est la même, mais alors transcrite dans les langues différentes, en attendant qu'on réforme notre système éducatif pour que, enfin, on puisse alors s'exprimer en arabe, enfin, mais en attendant, pour qu'il y ait plus de justice au niveau des examens. Il faut que les arabisants ne soient pas lésés, mais il faut aussi que les négro-mauritaniens qui ne connaissent pas l'arabe ne soient pas lésés. C'est ça la justice, en attendant la réforme du système éducatif. D'accord, voilà. Avant de quitter on va les quitter parce que nous avons notre chapitre à maintenant, ce problème justement du système éducatif, il faut qu'on le réforme. S'il vous plaît, Gilène, nous avons déjà une heure de temps. Je voudrais saluer la famille Ba. Les gens de Falah, que vous n'avez pas donné comme exemple quand même pour dire que les négro-africains ne sont pas contre l'arabe. Ces gens-là qui ont vraiment œuvré pour enseigner cette langue en Mauritanie. D'accord, on passe, s'il vous plaît. Président, Gilène, s'il vous plaît, on passe au deuxième point de notre débat qui est relatif aux élections municipales et législatives qui se profilent à l'horizon. Oui. Est-ce que le PLEJ va participer à ces élections? Le PLEJ. Est-ce que le PLEJ en tant que parti va-t-il participer aux futures élections? Le PLEJ ne pourra participer aux prochaines élections qu'à certaines conditions qui malheureusement ne sont pas encore. Quelles sont ces conditions? Ces conditions, c'est que... Vous les avez posées? Le PLEJ a posé ces conditions? Le PLEJ les a posées au niveau de la CORD et notre position est la même que celle de la CORD. D'accord. C'est-à-dire que ces conditions, vous les connaissez. C'est qu'il faut que le pouvoir se mette absolument à l'écart. Parce que tant que le pouvoir est là... Ça veut dire quoi qu'il se mette à l'écart? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le chef d'État... Il ne faut pas que le chef d'État supervise les élections. Il faut qu'il y ait un Premier ministre consensuel, un gouvernement consensuel. Mais il ne faut pas que les élections soient supervisées par le chef de l'État. Il ne faut pas que ce soit supervisé. C'est la CENI qui organise la supervision. Non, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas encore ça. C'est que, en plus, nous avons encore dit que c'est la CENI. La CENI n'est pas indépendante. La CENI n'est pas du tout indépendante, vous savez. Et parce qu'il y a le chef de l'État qui a tous les pouvoirs actuellement. Tant qu'il a tous les pouvoirs, la CENI n'a pas tout à fait son indépendance. Bon, donc, nous avons posé les questions suivantes. La supervision. Et ensuite, nous avons demandé aussi que il y ait des lois. Parce que actuellement, tout le monde est pris à la gorge. Tout le monde, aucun n'est libre. Les hommes d'affaires ne sont pas libres. Les cadres ne sont pas libres. Personne n'est libre parce que parce que le pouvoir a pris tout le monde en otage. Si un village ne vote pas pour le pouvoir, ce village risque de ne pas avoir d'enseignants, risque de ne pas avoir de dispensaires, risque de ne pas avoir de forage. Les hommes d'affaires, s'ils ne sont pas avec le pouvoir, ils risquent de subir encore énormément de méfaits parce qu'ils risquent de ne pas avoir des impôts qu'on va augmenter à propos de leur société. Les cadres, s'ils ne sont pas avec le pouvoir, risquent de ne pas être des chefs de service, des directeurs de service, risquent de ne pas avoir de promotion. Donc personne dans ce pays n'est libre. Et il y a une peur généralisée. Alors, nous avons demandé donc qu'il y ait plus, il faut qu'on organise, il faut que certaines conditions soient créées pour qu'on soit libre. Et il faut que le BASEP, par exemple, soit dissous. Et il faut également que l'administration ne soit pas une administration qui dépend du pouvoir. Toutes ces conditions sont loin d'être remplies. Et si elles ne sont pas remplies, si on va aux élections, bien sûr que le pouvoir va remporter les élections. Nous sommes contre. Donc le PLEJ n'ira pas aux élections tant que certaines conditions ne sont pas remplies. Monsieur le Président, à qui profite la non-tenue des élections? Parce que vous savez, on est dans un système
où le Parlement actuellement, et même les mairies, sont, si vous voulez, je vais utiliser un mot un peu bizarre, ont dépassé la date de validité. C'est-à-dire que c'est un Parlement en péremption, c'est-à-dire qui est périmé, si vous voulez. Oui. Maintenant, le fait qu'il n'y ait pas d'élection, est-ce que ce n'est pas une manière encore de donner d'autres prolongations à ces députés, à ces sénateurs, à ces maires, pour qu'ils continuent à profiter de petits revenus qui sont liés à leur position? Si vous pensez que vous, les électeurs, sont de votre côté, est-ce que vous pensez que c'est juste de ne pas aller en compétition avec ces gens pour avoir l'occasion de les éliminer, pour récupérer votre électorat, si vous pensez que cet électorat vous est acquis? Bien sûr, au-delà maintenant de ce que peut être la CENI, au-delà de ce que peut être, comment dirais-je, le pouvoir que vous êtes en train de chercher à écarter. Et le problème, c'est que si les élections se déroulent dans les conditions actuelles, mais les élections ne seront jamais libres ni transparentes, c'est ça le problème. Ce n'est pas que nous ne voulions pas aller aux élections, nous disons que les conditions ne sont pas remplies. Les conditions ne sont pas remplies. Les élections dans les conditions actuelles ne seront ni libres ni transparentes parce que pratiquement personne n'est libre dans ce pays. C'est ça le fond du problème. Vous ne faites pas confiance à la CENI? C'est pas ici un problème de confiance à la CENI, c'est que la CENI est sûrement formée déjà compétente, mais la CENI ne peut pas, dans le contexte actuel, faire que les élections soient libres et indépendantes. Parce que le chef de l'État est là, c'est lui qui supervise tout. Nous avons demandé qu'il y ait un gouvernement neutre, un premier ministre consensuel. Est-ce que c'est le cas? Un gouvernement consensuel, est-ce que c'est le cas? Oui, mais ce n'est pas tout. Un CENI consensuel, est-ce que c'est le cas? Tant qu'il n'y aura pas ce consensus au niveau même également, est-ce que le président du Conseil constitutionnel est consensuel? Il faut qu'il y ait consensus entre le pouvoir et la CODE sur tous ces points pour qu'on puisse aller aux élections. Ce n'est pas encore le cas. Le chef de l'État refuse qu'il y ait ce consensus. Monsieur le Président, en jetant un coup d'œil sur l'arène politique aujourd'hui, ne sentez-vous pas que ça ressemble plus à une bagarre de rue où il est permis de dire n'importe quelle injure, d'agir n'importe comment, qu'à une arène politique où des hommes responsables posent des projets qui unissent et non qui divisent, des projets qui construisent et non qui détruisent? D'une façon précise, de quoi voulez-vous parler? Nous, la CODE a déjà fait... Vous parlez du PLEJ? Non. Alors, si vous parlez Non, de je la... ne parle pas du PLEJ, je parle de tous les politiciens, sauf leur respect, qu'en regardant, par exemple, l'arène politique, on a tendance à assister à une bagarre de rue. Vous savez bien, la bagarre de rue, ça se déroule entre qui et qui? Et vous savez ce qui se dit dans une bagarre de rue? Mais ce qu'il y a actuellement... C'est-à-dire les discours politiques qu'on entend, par exemple, pendant les meetings et tout cela, les commentaires politiques, les accusations d'ici, de là, on ne voit pas des idées constructives, ou des projets, par exemple, pour développer ce pays. Non, mais tout s'axe sur un seul point, le pouvoir. Bon. Je vais parler là au nom du PLEJ. Le PLEJ a fait des propositions pour que notre pays sorte de crise. Le PLEJ a dit qu'on ne peut pas sortir de crise à partir des élections. Parce que même si les élections sont libres, transparentes, etc., ce qui est très difficile, tant qu'on n'a pas changé la Constitution, on risque de s'attendre à une autre crise. Vous savez déjà que nous avons déjà connu 2 crises. Il risque d'y avoir une 3e crise. Parce que la crise vient du fait que le chef de l'État a beaucoup de pouvoir. Le PLEJ a fait des propositions en disant attention, il faut remettre fondamentalement en question notre constitution actuelle. Remettre fondamentalement en question notre modèle de démocratie.
notre modèle d'État si nous voulons sortir durablement de la crise. Voilà ce que le pledge a proposé. Et si on ne le fait pas, on risque d'aller d'élection en crise, de crise en élection, on risque de tourner en rond, on risque de connaître l'éternel phénomène de recommencement, comme le travail de Sisyphe. Voilà donc le pledge croit avoir la clé pour résoudre les problèmes nationaux. Et ces propositions, ce sont les 17 propositions. Ce sont les 17 propositions que nous avons déjà faites. Je ne vois pas une autre solution. Le pledge a dit que la démocratie du type occidental ne peut pas construire la Mauritanie. C'est impossible. Mais souvent, d'ailleurs, nous prêchons dans le désert. Mais ce n'est pas parce qu'on prêche dans le désert qu'on n'a pas raison. On peut avoir raison contre tous. Et on peut même dire que vous avez tort aujourd'hui et reconnaître demain que vous avez raison. Le pledge, ce que le pledge a dit, c'est ça qui peut sortir la Mauritanie des crises. Ce n'est pas les élections. Ce n'est pas très idéaliste là. Monsieur le Président. Pas du tout. Monsieur le Président. Concrètement, on a des propositions concrètes à Monsieur le Président. Oui. Faites-nous une simulation que vous êtes maintenant le président de la République islamique de Mauritanie. Oui. Et vous êtes dans la situation actuelle. Ah. Nous vous demandons une résolution. Une solution plutôt pour... Voilà, je vais parler de la solution. La solution. Oui. Si le pledge a le pouvoir. Oui, tout de Tout de suite. suite. Vous êtes le président de la République islamique de Mauritanie. Très bien. Vous avez vos ministres. Je suis très content de cette question. Et puis il y a tous les partis qui sont très bien. écrits par Vous savez ce que je vais faire. Non aligné dans ça. Je vais faire un appel pour la tenue d'une conférence nationale. Devront participer à cette conférence les partis et mouvements politiques, les représentants de la société civile, bien sûr, il y aura aussi les autorités religieuses. Donc, conférence nationale. Et dans le cadre de cette conférence, on va dire, examinons nos problèmes nationaux. Surtout les problèmes qui nous ont le plus divisés, déchirés depuis 50 ans. On va voir quoi? On va voir le problème de l'unité nationale, le problème de langue nationale, le problème du système éducatif, le problème de l'esclavage, le problème du partage du pouvoir, le problème du partage des richesses. Voilà le problème de la politique extérieure. Ça, c'est les problèmes nationaux. Alors, on va chercher à nous entendre autour d'un minimum. Si nous nous entendons autour de ce minimum, on pourra nous entendre autour d'un minimum. Si on s'entend autour de ce minimum-là, puisqu'il y a consensus, sera soumis à référendum populaire. Ce sera notre charte, la charte nationale, qui nous lie tous. Et c'est maintenant, après cette charte déjà, c'est elle qui va résoudre déjà l'essentiel de nos problèmes nationaux. Mais à ce moment, nous connaîtrons davantage la paix. Parce que dans cette charte, le chef de l'État ne pourra pas faire des abus de pouvoir, parce que nous avons proposé que le chef de l'État ait très peu de pouvoir. Très peu, ou même qu'il n'ait pas de pouvoir du tout. Parce que tant que dans nos pays, le chef de l'État a beaucoup de pouvoir, il y aura toujours abus de pouvoir. Et ensuite, il faut décentraliser le pouvoir. Si le pledge a le pouvoir, il va dire voilà, décentralisons le pouvoir. Il faut qu'il y ait une autonomie au niveau de chacune de nos régions. Les conseils exécutifs régionaux, des parlements régionaux. Je n'ai pas dit qu'on va faire des États-Unis d'Amérique, je n'ai pas dit qu'on va faire l'Allemagne fédérale, mais il faut nécessairement que nos régions aient une autonomie. Je dis que si on fait cela, il faut que le Premier ministre aussi soit choisi par consensus et par le Parlement national. Le Premier ministre. Le chef de l'État, il n'a pas besoin d'être élu au suffrage universel. Non, parce que s'il est élu au suffrage universel, il risque d'avoir beaucoup de pouvoir. Il est élu par une instance. Et ça, ce n'est pas étonnant. D'autres pays avant nous. Comme les grands électeurs. Oui, parce que le chef de l'État aura très peu de pouvoir. Alors, dans le cadre de ce système-là, où le chef de l'État n'a pas beaucoup de pouvoir, où le Premier ministre est choisi par consensus, où les ministres eux-mêmes sont choisis par consensus par le Parlement, où il y a les parlements régionaux, les conseils régionaux, où donc le pouvoir est mieux partagé, et aussi où les richesses nationales sont mieux partagées. Dans ce système politique-là, il n'y aura pas de crise.
Parce que Monsieur le Président, c'est bien. On va voilà, c'est à ce moment que ça va marcher. Il reste encore deux sujets. L'un est extrêmement important. Ça ne veut pas dire que le second n'est pas important, mais parlons de l'initiative de M. Kher. Est-ce que vous l'avez rencontré? Que pensez-vous de son initiative? On l'a rencontré. Le président Messoud est venu avec une délégation. Vous l'avez rencontré en tant que plège ou en tant que coordination de l'opposition? Corde. D'abord, moi je l'avais reçu avant. Mais c'était au moment avant même que l'initiative ne soit formulée. Ça c'est avant. Mais Messoud est venu avec une délégation rencontrer la délégation de la Corde au siège de la Corde. Bon. Cette délégation nous a remis des documents. C'est l'initiative. Après nous, on a étudié le document et nous aussi, nous avons envoyé une délégation au domicile du président Messoud. Nous avons aussi amené une lettre. Alors, qu'est-ce que la Corde a dit? La Corde a dit, bon, vous avez votre initiative de sortie de crise. La Corde a aussi sa position vis-à-vis de a aussi son initiative. Il y a des points d'accord et des points de divergence. Donc, voyons si on peut nous rencontrer pour voir si on peut trouver un consensus. Voilà où est-ce qu'on en était. Et on en est là jusqu'à présent. Donc, on entend parfois dire que la Corde a accepté. Non, pas du tout. Ce n'est pas que la Corde a accepté. La Corde n'a pas dit qu'elle a accepté l'initiative de Messoud. La Corde a dit que son initiative, l'initiative de la Corde et l'initiative de Messoud, ont des points de convergence et des points de divergence. Il faut maintenant qu'on soit autour d'une table pour voir si on peut trouver un consensus. On en était là et on est toujours là. Donc, est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? On peut dire que vous avez répondu à l'initiative de M. Kher, mais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur son initiative. Bien sûr, c'est ça. On n'est pas bien sûr, c'est très différent. Oui, c'est clair. Cela dit maintenant, ça c'est la Corde, mais pour le plège, on ne peut pas résoudre. On ne peut pas sortir de la crise par les élections. Ça c'est la position de la Corde. Parce que s'il y a des élections maintenant, dans le cadre de la constitution actuelle, le chef de l'État aura toujours beaucoup de pouvoir. Et s'il a des pouvoirs, il peut faire des abus de pouvoir et nous allons encore retomber dans une crise. Vous l'avez dit. Je crois que Général va poser une question par rapport pas une par rapport à l'initiative. Par rapport à moi, donc je préfère. Par rapport à l'initiative. C'est ça. Moi, j'ai dit que le malheur de Messoud, c'est qu'il a voulu être au milieu. Et en Mauritanie, il n'y a pas de milieu. Ou tu es à l'extrême, ou tu es à l'extrémité. C'est un point de vue, quoi. C'est tout. C'est pourquoi je n'ai pas une question. Je n'ai pas une question par rapport à ça. Donc, on dépasse cette mesure pour évoquer le dernier volet de notre sujet, qui sera de notre débat, qui sera relatif aux différentes propositions. Monsieur le Président, vous avez parlé tout de suite des 17 propositions, mais je crois qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. Selon vous, quels sont les problèmes que vit la Mauritanie actuellement? Les réels problèmes seront le plège. Actuellement, les vrais problèmes. Il y a le problème de l'unité nationale qui n'est pas tout réglé. Le problème des déportés, ce n'est pas réglé. Le problème du passif humanitaire, ce n'est pas réglé. Le problème de nos langues nationales, les problèmes de langue nationale, ce n'est pas encore réglé. Il y a un problème encore, même il y a encore le passif économique. Nous avons par exemple l'un de nos grands homme d'affaires, mais il s'appelle Balas, un homme talentueux. Bon, lui aussi, ça c'est le passif économique. On lui a pris tous ses biens jusqu'à présent. Il n'a pas retrouvé ses biens. Alors que il fait partie de ces hommes d'affaires négro-mauritaniens qui sont débrouillés à la qui s'est décarcassé pour avoir quelque chose. On a saccagé son magasin. Et jusqu'à présent, l'État ne l'a pas dédommagé. Bon, il y a tous ces problèmes donc. Il y a le problème du partage du pouvoir, il y a le problème du partage de richesses. C'est quoi le partage du pouvoir selon vous? C'est quoi le partage du pouvoir? Ça veut dire que quand un président démocratiquement élu est élu à la présidence, il doit partager ses pouvoirs avec l'opposition. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut modifier la Constitution. Le pouvoir est trop centralisé à la capitale, au sommet de l'État. Le chef de l'État a trop de pouvoir. Nos régions n'ont rien du tout. Et il y a les wali, il y a les maires. Mais il y a les maires. Il y a les députés. Oui, il y a les maires, il y a les députés. Oui, il y a les maires et les députés. Mais actuellement, le chef de l'État a l'essentiel du pouvoir.
Ça, c'est mauvais pour nos pays en voie de développement. C'est ça que je n'arrive pas à faire en sorte que les gens comprennent cela. Il faut modifier la Constitution pour la sortie de crise. Et ce modèle de démocratie ne peut pas convenir à la Mauritanie. L'État hyper centralisé ne peut pas résoudre nos problèmes. L'État est hyper centralisé. Le système démocratique en Mauritanie n'est pas bon. Quel est le système que vous aurez voulu proposer? Le système que je propose. Qu'il y a un chef d'État qui n'a pas tous les pouvoirs, qui n'a pas plein de pouvoirs, un Premier ministre qui n'a pas plein de pouvoirs. Qu'est-ce qu'il va faire de ces pouvoirs? Il va les céder pour qui? Vous savez que ce que je propose, c'est qu'un pouvoir décentralisé. Le pouvoir exécutif doit être décentralisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'on va diminuer le pouvoir du chef de l'État. Nos régions vont avoir un pouvoir exécutif régional. Cela veut dire qu'au lieu qu'il y ait un Parlement national, il faut que le pouvoir législatif soit décentralisé. Et voilà, si on fait cela, et ensuite on a même proposé, le PLS a même proposé qu'il y ait gratuité du mandat parlementaire. Mais au fond, pourquoi notre pays est divisé? Pourquoi Monsieur le Président, déchiré? Vous pensez que les députés là, ils sont prêts à travailler cadeau pour ce pays-là, alors qu'ils sont payés sur le dos du contribuable? On ne pense pas aux députés actuels, je parle d'un principe. Non seulement ils sont payés, mais ils prennent encore. C'est un problème de principe. C'est-à-dire que je ne parle pas d'eux, je ne parle pas des personnes données. Je dis que si, par exemple, on parle de la gratuité des mandats parlementaires, je dis que ça va diminuer la tension dans notre pays. Tout le monde veut être maintenant député. Tout le monde veut être sénateur. C'est un parti à cause de l'argent. Mais est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, que si on instaurait, par exemple, un système de contrôle, un système d'audit, si vous voulez, cela n'est pas plus dissuasif que de demander aux gens de travailler gratuitement dans une conjoncture où tout est difficile? Ce n'est pas le fait de travailler, ils ne travaillent pas gratuitement. Nous, on a connu une époque où le mandat était gratuit. Il y a un professeur de médecine qui gagne combien par mois? Et un homme politique, un député gagne combien par mois? C'est une question de principe, encore une fois. Mais à l'époque, le riz ne coûtait pas cher, monsieur le Président. Non, je parle du problème. Lui, il y a le travail du député, il y a le travail du médecin. Vous ne pouvez pas dire que le député travaille plus dur que le médecin. Et c'est pour éviter à notre peuple. C'est un problème de mentalité. Vous savez. Moi, je me demande si vraiment vous pensez qu'en Mauritanie, actuellement, il y a un homme mauritanien qui est prêt à travailler gratuitement. Cadeau. Mais je ne dis même pas gratuitement, mais le député ne travaille pas gratuitement. Je n'ai pas dit le député il va être payé pendant les sessions. C'est tout. Mais avoir des sommes énormes, 700 000, c'est beaucoup, c'est trop. Et même un chef d'État qui a 7 millions d'oubliés, c'est trop pour un pays pauvre. Monsieur le Président, vous n'avez pas de parlementaires actuellement. Oui. Mais vous, au sein de la Côte, vous avez des parlementaires dont le mandat est périmé. Oui. Mais ils continuent à percevoir leurs émoluments. Mais c'est pas de leur Vous faute. pensez que c'est correct? Ce n'est pas de leur faute, mais ça c'est Mais est-ce qu'eux devaient s'inscrire dans cette idée-là? C'est la faute du pouvoir, c'est pas leur faute, c'est la faute du pouvoir. Donc ils peuvent continuer à prendre tranquillement Mais avec la conscience c'est pas la faute. sachant qu'ils ne sont plus Mais c'est pas dans de un leur mandat légitime. C'est pas de leur faute. Pourquoi ils ne sont pas dans le mandat légitime? C'est pas de leur faute. Et ils continuent à contester C'est la faute du pouvoir. Et ils continuent eux aussi à Mais contester. c'est la faute du pouvoir. Pourquoi le pouvoir a accepté cette situation? C'est pas la faute des députés. Donc ils peuvent dormir tranquilles. Mais c'est la faute de qui? En C'est la faute mangeant cet argent du Non, je dis contribuable. c'est la faute du pouvoir. Encore une fois. Les richesses nationales doivent être mieux partagées. Actuellement, nos régions n'ont rien du tout. Il faut que dans le cadre du budget des ressources nationales, nous sommes un pays riche avec des citoyens pauvres. Parce que les richesses nationales soient mal partagées. Il faut que les richesses nationales soient mieux partagées entre les régions. Voilà ce que le président propose. Et continue à proposer. Voilà, il y a certains téléspectateurs qui peut-être ne le savent pas, mais vous avez été fusillé à un moment donné. Oui. Et vous êtes là, vous n'avez même pas eu une égratignure. Qu'est-ce qui explique cela? Vous savez, avec une arme à feu, on vous a tiré d'ici. Ah oui. Et voilà, vous êtes là. Vous savez ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé. Ça s'est passé. C'est que, étant musulman, vous savez que pour nous les musulmans, on ne meurt que le jour J qui vous est prédestiné déjà avant votre naissance dans la Homme. C'est que Dieu n'avait pas voulu que je meure ce jour-là. Et vous n'avez même pas été blessé? Pas du tout. Non, ça veut dire que la balle n'a pas bougé.
C'est pas que la balle est partie, mais elle n'a pas bougé. C'est les fusils là, c'est pas ça veut dire que la personne a tiré. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, le truc n'a pas déclenché. Est-ce que c'était... Il a tiré sur vous comme ça, oui, absolument, avec une arme à feu. Absolument, d'une façon injuste. Il n'y a eu rien. On n'a même pas entendu le bruit. Il n'y a pas de ça veut dire qu'il a tiré, mais la balle n'est pas partie, c'est ça le problème. Mais vous avez quelque chose qui n'allait pas. Moi, je me suis dirigé vers lui. Et d'ailleurs, moi, ce que je faisais, je voulais éviter des bagarres. Mais c'est le pouvoir qui a inspiré, qui a dit, oh, ce monsieur-là, c'était pendant les événements, ce monsieur-là, ce négro-là, ce maire-là, il faut le descendre. C'est par miracle que je suis... Tous les magamans le savent. Tous les magamans. Mais il y a forcément quelque chose, monsieur le président. parce que si le président de la République a reçu un coup de feu avait eu votre chance, imaginez par exemple, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que vous avez été aguerri? Il y a un gris-gris qui empêche de faire le c'est ce qu'on s'est passé. Peut-être que son fusil ne fonctionnait pas bien. Pour on appelle ça fait le motard. Non, d'accord, mais peut-être que son fusil là ne fonctionnait pas et de toute façon je ne devais pas mourir ce jour-là parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Mais je ne sais pas. Et d'ailleurs, lui, il est là-bas, je peux même vous dire son nom. Lui, il existe encore. Il est là-bas, oui, c'est le président. Et je peux même vous donner son nom. Il sait qu'il a tiré sur moi. Ça, c'est la dernière. J'ai une question oui, allez-y. Qui est très importante pour moi. Oui. Croyez-vous réellement que le problème de la Mauritanie vient des pouvoirs, puisque les pouvoirs ont changé, plus qu'ils changent, plus on s'enfonce dans les problèmes. Dites que? J'ai dit que est-ce que le problème de la Mauritanie, c'est lié au pouvoir? Oui. Puisqu'à chaque fois qu'on dit que ce pouvoir-là, c'est la merde, on le change, et puis on s'enfonce plus dans la merde. Est-ce que c'est dû au pouvoir ou c'est à nous le problème? C'est dans le... Vous savez, vous voulez que je vous dise pourquoi ça ne va pas? C'est dans notre comportement, nous. Je vais vous dire. Ça. Il y a deux causes pour lesquelles la Mauritanie n'arrive pas à démarrer, particulièrement depuis le régime militaire. Je vais vous parler de ces deux causes. La première cause, c'est que les gens font la politique pour chercher à s'enrichir. Tout le problème est là. La preuve, c'est que par exemple, on dit grand parti, grand parti. Le président est là, le parti est grand. Dès que le président disparaît, le parti est parti, comme on dit. Ça veut dire que les gens sont dans le parti par intérêt personnel. Voyez ce que c'est pas le PRDS quand Mavi est parti. Qui est devenu le PRDS? Et même ensuite à notre parti encore, quand le président est parti, s'est disloqué. Vous pensez que ce parti actuellement, dès que le chef de l'État ne sera pas là encore, vous pensez que ce parti va rester? Pas du tout. Donc les gens font la politique pour s'enrichir. C'est la première cause. Deuxième cause. La deuxième cause, c'est que au lieu de partir des valeurs mauritaniennes pour construire la Mauritanie, pour construire son modèle de démocratie, pour construire son modèle de constitution, pour construire son modèle d'État, nous avons commis une erreur capitale et fatale. Quelle est cette erreur? C'est que nous avons importé les valeurs de l'Occident, les valeurs nées sous d'autres cieux pour construire la Mauritanie. Notre modèle de constitution est un très mauvais modèle. Importé, c'est presque un modèle, notre constitution est recopiée de la 5e République française, vous le savez bien. Or, la France n'avait pas commencé par la 5e République française. La 5e République française, c'est sous De Gaulle, mais avant, le chef de l'État n'était pas élu au suffrage universel, donc on a recopié. Ce modèle de démocratie, ce modèle qui divise les Mauritaniens, qui coupe les Mauritaniens en deux, nous divise et c'est une forme de démocratie qui profite aux riches. Il faut casser ce modèle et s'orienter vers la démocratie consensuelle. L'État aussi, hyper centralisé, où il y a trop de pouvoir au sommet de l'État. C'est mauvais, ça entraîne encore les abus de pouvoir. Donc il faut opérer 3 révolutions si nous voulons construire la Mauritanie. 4 révolutions. Une révolution au niveau de notre constitution. Une révolution au niveau de notre modèle de démocratie. Une révolution au niveau de notre modèle d'État. Et il faut que nous-mêmes, on se révolutionne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on cherche à avoir le pouvoir pour nous enrichir. Il faut que les intérêts du pays priment les intérêts personnels. Monsieur le Président, voilà, 4 révolutions pour sortir de la crise, ce n'est pas par les élections qu'on sortira de la crise. Monsieur le Président, justement, maintenant, il faut que... Voilà, le dialogue, il faut une conférence nationale. Monsieur le Président, par exemple, ici, juste à côté de... Et puis, il n'y a pas une autre solution. Juste à côté de chez nous, oui.
il y a le Sénégal, qui est un pays connu par sa stabilité. Malgré les fraudes qui se font dans les élections, malgré l'autorité de leur chef d'État. Par exemple, Macky Sall, dès son arrivée, quand on a commencé à lui reprocher certaines choses et disons le traiter impoliment, celui qui parle au chef, celui qui touche à l'intégrité du chef de l'État, il sera emprisonné. Tout le monde sait dit. Est-ce que, par exemple, c'est la discipline qui permet au pays de faire de la démocratie, d'avancer, ou c'est quoi? Chez nous, par exemple, notre problème, c'est l'indiscipline. C'est-à-dire que, par exemple, on n'écoute pas. On n'écoute pas qui? On ne respecte pas les lois. On n'écoute pas celui qui est notre chef. Quoi qu'il en soit. Le chef, c'est un chef. Le chef, c'est un chef. Si, par exemple, c'est-à-dire que, par exemple, en Mauritanie, aujourd'hui, la façon dont on traite les chefs de l'État, la façon dont on traite d'autres symboles nationaux, tels que, par exemple, le drapeau qu'on brille, comme si ce n'est rien. Il y a des choses, par exemple, cette indiscipline n'est-elle pas la cause de nos problèmes? Trouvez-vous pas? Parce que si par exemple... la question est claire, c'est pas la peine de répondre. La question est claire, il va répondre. Vous avez bien compris la question. Est-ce que ce n'est pas l'indiscipline des citoyens mauritaniens et de ces hommes, de ces intellectuels qui fait que les choses n'avancent pas dans ces pays? Excusez-moi, j'ajoute un peu. Parce que le parti là dont vous avez dit que quand le président part, il disparaît. Même quand le président du parti part, il disparaît. Pourquoi il y a eu ce nombre de partis? Pourtant, presque 90% de ces partis sortent d'un seul parti. Et ils sont sortis parce qu'ils ne veulent pas être disciplinés. D'accord. Je crois qu'il a bien compris la question. Ce n'est pas la peine de le faire perdre si vous continuez. D'accord. Est-ce que ce n'est pas l'indiscipline du peuple mauritanien qui fait que nous n'évoluons pas? Voilà. Ce qui fait que nous n'évoluons pas, ce n'est pas par l'indiscipline. Ce qui fait que nous n'évoluons pas, c'est parce qu'il y a trop d'injustice. C'est ça le fond du problème. Il y a d'excès d'inégalité. Il y a excès d'inégalité dans l'accès aux emplois. Il y a excès d'inégalité dans l'accès aux biens sociaux, santé, éducation. Il y a excès d'inégalité dans le partage de richesses. Ce sont les injustices. Nous n'avons pas pu construire une société égalitaire sans être égalitariste. Si en Mauritanie on construit une société de justice, ça va marcher. Donc ne parlez pas de discipline. Il faut parler de justice sociale. C'est ça qui manque à ce pays-là. Tout est mal partagé. Tout est mal partagé. Il faut que ce soit mieux partagé pour que ça marche. Monsieur le Président, une intervention qui sera sans doute la dernière. Bon, donc voilà. Vous, Monsieur le Président, vous êtes un ministre de Mokhtar Ould Daddah. Oui. Dans ses mémoires, la Mauritanie contre vents et marées, Mokhtar Ould Daddah évoque un entretien avec Gamal Abdel Nasser, qui lui a posé la question: pourquoi vous n'avez pas gardé le nom Shingiti, qui est bien connu dans le Mashrek, c'est-à-dire l'Orient, quoi. Et Mokhtar Ould Daddah dit, je lui ai répondu ceci, je lui ai dit: nous avons préféré garder le nom colonial de la Mauritanie pour ne pas garder le nom Shingiti en réaction aux revendications du Maroc. Il dit en plus: nous avons également décidé d'appeler notre pays la République islamique de Mauritanie et non République arabe de Mauritanie, parce que nous considérons qu'il y a une composante très importante de notre pays qui n'est pas arabe, qui n'allait pas se reconnaître dans ce truc. J'aimerais quelques commentaires de la part de l'homme qui fait ministre de cet homme et qui apparemment, pour qui vous avez beaucoup d'admiration apparemment. Comment? D'abord, il y a d'abord ce mot. En tout cas, à ce moment, il y avait la Mauritanie très digne. D'abord, il n'est pas là lui-même pour répondre. Il est mieux placé que moi pour justifier sa politique. Mais la Mauritanie très digne. Vous savez qu'on n'en parle plus. Fondamentalement, si vous demandez la position du Plège,
c'est que fondamentalement, la Mauritanie doit être un pays trait d'union entre le monde arabe et le monde africain. C'est ça qui est normal. Ça veut dire que la Mauritanie doit aussi participer aux organisations qui sont au sud du Sahara, comme au nord. Sinon, il n'y a pas de justice. Vous me dites quel commentaire. Mais pour moi, mon commentaire concernant, c'est que tout simplement, pour moi en tout cas, si c'est ma position, la Mauritanie doit être islamique, arabe et négro-africain. C'est ça qui est juste. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en Mauritanie, il y a des ça veut dire quoi? Si j'enlève la dimension islamique, la Mauritanie, il y a des Arabes, il y a des Peuls, il y a des Soninké, il y a des Wolofs. Moi, je veux savoir si au moment de décider cela, décider quoi? Au moment où il dit qu'il a décidé que la Mauritanie s'appellerait République islamique de Mauritanie, oui, pour que toutes les composantes se retrouvent là-dedans. Oui. C'est-à-dire, est-ce que vous aviez eu quelques idées à émettre, sachant que dans l'évolution de la Mauritanie, ce qualificatif islamique n'a pas empêché la Mauritanie de connaître des déchirements. Oui. Parce que nous avons connu 66, absolument. Nous avons connu les années 70, ah oui. Nous avons connu même la guerre du Sahara, parce qu'il faut la mettre dedans, parce que l'homme pensait que cette guerre-là était une guerre de réunification. Oui. Et nous avons connu après lui les événements de 89 et tout ce qui s'ensuit, 91 et même aujourd'hui, tout ce qu'on a vu. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait que, parce que vous, tout à l'heure, dans votre exposé, vous avez voulu qu'on revienne à nos valeurs islamiques. Absolument. Pour gérer notre démocratie. Oui. Mais que pensez-vous d'un qualificatif islamique qui n'a pas pu empêcher les composantes d'un même peuple de se déchirer du fait des pouvoirs? Eh bien, comment voulez-vous que cet islam-là, maintenant, gère la démocratie, sachant que le mot démocratie n'est même pas dans le Coran? Que le mot république n'est même pas dans le Coran. Oui, d'accord, très bien. C'est que tout simplement, on n'a pas construit une vraie république islamique de Mauritanie. C'est que l'islam a été sur les lèvres, pas dans les actes. C'est que la morale islamique n'a pas été appliquée. C'est ça la vraie cause. On a dit république islamique. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire république islamique? Ça veut dire qu'il faut respecter la diversité culturelle. Vous connaissez. Vous savez, ça veut dire que l'islam reconnaît la diversité, reconnaît même l'importance de la diversité. Ensuite, l'islam veut l'égalité des chances entre les Mauritaniens, veut la justice. Mais c'est que, mon ami, c'est que tout simplement, l'islam n'est pas respecté. Voilà pourquoi l'islam n'a pas pu nous unir. Il y a dans le Coran la solution à la question nationale. Vous savez, la question nationale, on dit que la solution, certains disent que la solution, c'est dans les livres, ceci, russe, etc. Dans le Coran, il y a les solutions à la question nationale. Le problème, c'est qu'on n'a pas seulement appliqué ce qui est dans le Coran. Parce que le Coran respecte la diversité, donne la priorité à la diversité. L'islam est pour la justice sociale, pour l'égalité de chances, pour l'unité. L'islam est pour cela, mais il faut traduire cela dans les actes. Le problème, c'est que ce n'est pas traduit dans les actes. Lorsque Maui a assassiné les Mauritaniens, déporté les Mauritaniens, c'est ça l'islam? Humilier les Mauritaniens. Monsieur le Président, nous arrivons aux dernières minutes de cette émission. C'est l'occasion pour vous de dire ce que vous en pensez et si vous avez des propositions ou un mot à dire. J'ai des propositions. La Mauritanie est mal partie. La Mauritanie est mal partie. Pourquoi la Mauritanie est mal partie? Parce que la Constitution ne peut pas construire la Mauritanie. Le modèle démocratique qui se trouve dans la Constitution ne peut pas construire la Mauritanie. L'État hyper centralisé ne peut pas construire la Mauritanie. Et puis, certains Mauritaniens font la politique pour s'enrichir. 4 raisons pour lesquelles la Mauritanie est mal partie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un nouveau dialogue national. Avec ce nouveau dialogue national, maintenant, il faut nous orienter vers la recherche d'une charte nationale. Dans le cadre de cette charte, on s'entendra sur des solutions minimales. Et lorsqu'on s'entendra sur ces solutions minimales seront soumises à référendum, après avoir reçu le consensus. Et maintenant, on aura au moins quelque chose de minimum, il y aura un minimum sur lequel les Mauritaniens se seront entendus. C'est après cela qu'on pourra passer aux élections.
Il faut d'abord que les Mauritaniens se réconcilient, il faut qu'ils règlent leurs problèmes, et après cela, on va aux élections. Mais nous sommes déjà très divisés, il n'y a pas de confiance, et on nous dit aller aux élections. C'est une erreur fatale. Il faut un dialogue national, il faut un nouveau départ après le dialogue national. Voilà ce que propose le prêche. Voilà ce que propose le prêche. Bon, maintenant, ça veut dire qu'au cours de ce dialogue national nouveau, on devra nous occuper de régler les problèmes du pays. Problème multinational, des langues, de l'esclavage, de la féodalité, du partage des richesses. C'est ça, il faut un minimum sur lequel on s'entend. Ce minimum n'existe pas depuis 20 ans. Très bien. Donc, c'est la fin de cette émission. J'ai eu le plaisir de l'animer pour vous et c'est l'occasion pour moi de remercier M. Kissima Diagana, rédacteur en chef du journal La Tribune, de remercier également M. Abdelbadou Djelani, directeur de publication du satirique mauritanien, de remercier le président du Plège d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Bonne fin de soirée et à la prochaine émission, Inch'Allah.